Salut les gens, comment ça va? Alors aujourd'hui, petite vidéo pour mon retour d'expérience sur l'iPad Pro que j'ai acheté et dont j'ai fait la présentation sur ma chaîne YouTube. Petit retour d'expérience en vous présentant les points positifs et les points négatifs. À la base, je ne comptais faire que ces deux catégories, mais finalement, il y a une troisième catégorie qui a émergé, c'est l'entre-deux. Donc, bienvenue sur cette vidéo pour, si tu te poses la question de est-ce que ça vaut le coup d'acheter un iPad Pro, je vais peut-être t'aider à répondre à cette question. Je suis quelqu'un qui aime bien commencer par le négatif pour ensuite évoluer sur le positif, donc on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs sont quand même inférieurs aux points positifs. Premier point négatif qui m'a le plus déplu, mine de rien, alors oui, la finesse de l'appareil est très bien, mais c'est l'autonomie que j'ai trouvé très limitée. De ce que je me rappelle de mon expérience sur mon ancien iPad, j'étais étonné de l'autonomie. Après, je n'avais pas du tout les mêmes usages, mais ça pour le coup c'était une déception quand même. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que l'autonomie soit ok de 10 heures, mais largement au moins 9 heures. Alors que là, des fois, j'arrive au bout de l'autonomie, au bout de 5-6 heures. Autre point négatif. Dans mes recherches, quand je cherchais la comparaison entre un iPad Pro, donc celui que j'ai pris, et un MacBook ou MacBook Pro, peu importe, j'entendais souvent cette chose qui revenait, c'est-à-dire que le montage vidéo est plus simple sur un Mac que sur l'iPad. J'ai quand même essayé, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai l'iPad Pro avec clavier plus Apple Pencil. Apple Pencil qui m'a bien aidé, mais sans avoir pu tester le montage vidéo sur Mac, je comprends quand même pourquoi les gens disaient que c'était sûrement plus facile. Et pourtant, j'utilise un très bon logiciel que vous connaissez tous, je pense. En tout cas, tous ceux qui font du montage, même si vous ne montez pas dessus, c'est DaVinci Resolve. Il est super et il est très proche de la version logicielle de Mac, donc de macOS. Mais néanmoins, déjà, ne pas avoir de pointeur de souris, ça empêche un petit peu la précision, je trouve. Le Pencil m'a aidé à être plus précis, mais on dirait qu'il n'est pas totalement développé pour ça non plus. Donc, oui, c'est faisable, mais je pense que sur un Mac, on est quand même plus à l'aise. Peut-être que ce qu'il me manque, c'est une souris pour toujours le montage vidéo. Je vais sans doute voir pour tester une souris sur l'iPad, voir si ça résout un peu ce petit souci de précision, sachant que quand on se balade sur l'écran avec le pavé tactile sur l'iPad, c'est un pointeur un petit peu rond, c'est pas un pointeur de souris comme vous connaissez tous, c'est vraiment un petit rond, et quand on approche d'une application ou de la date, ça vient épouser la forme, donc on voit qu'on l'a sélectionné, c'est très bien, c'est très pratique, mais c'est vrai que dans une timeline de vidéo, je trouve que ce petit rond peut être problématique. D'où peut-être la souris, je ne sais pas. L'Apple Pencil, vu que c'est une pointe, pareil, me permet d'être un peu plus précis. Autre point que je qualifierais de négatif, mais là pour le coup c'est pas de la faute de l'iPad, c'est de la faute des développeurs, entre guillemets, quand je dis de la faute c'est une façon de parler, mais des applications iPad qui ne sont pas développées pour l'iPad. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont au format téléphone, donc c'est-à-dire que ça ne prend pas tout l'écran de l'iPad, et d'autres qui restent qu'en format portrait, pas en format paysage. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre l'iPad en position verticale si j'ai besoin d'utiliser. Ouais, j'ai réfléchi 2 secondes à la position verticale, si je ne me trompais pas entre horizontale et verticale. Blague à part, en tout cas, c'est vrai que ces applications-là, donc c'est pas gênant quand j'ai l'étude d'iPad, mais si j'ai le clavier, de devoir mettre tout l'iPad ainsi que le clavier sur le côté, c'est pas pratique non plus. Donc, je dirais que c'est un point négatif, une mauvaise surprise plutôt. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va optimiser. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais ça reste quand même un peu embêtant. Dernier petit point négatif, en tout cas, que j'ai relevé jusqu'à maintenant, c'est que le clavier, des petits moments, et pourtant c'est le clavier officiel d'Apple, mais à certains petits moments, il ne répond pas tout à fait comme il se doit. Je ne sais pas si ça vient de l'application, si ça vient vraiment du clavier, mais je peux vouloir faire certaines actions sur le trackpad ou même écrire, et il peut y avoir des petits ratés sur certaines lettres où le trackpad ne réagit pas jusqu'à ce que j'ai appuyé moi-même sur l'écran. Donc ça, c'est un petit peu dommage, surtout à ce prix-là. On veut de l'excellence à ce prix-là, normalement. On va maintenant passer au point positif de cet iPad.
certains points que j'avais déjà évoqués précédemment. L'un des points qui m'intéressait le plus, c'était la versatilité, le transport, la possibilité de changer de coque à tout bout de champ. C'est ce que je fais et c'est vraiment pratique. Encore qu'avec le Combo Touch, ça aurait été vraiment plus pratique parce que là, il y aurait eu juste le clavier à détacher. Mais bon, ça ne demande pas non plus un effort surhumain. Donc en fonction de l'utilisation que je veux en avoir, je mets le clavier, je mets l'autre coque et sa versatilité, j'aime beaucoup. Pareil, le poids, pour certains peut-être que c'est un problème. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Je me balade avec la manette, le disque dur quand je veux tout ça. Et le pencil bien sûr, et si vraiment je veux que l'iPad, c'est possible. Donc c'est pas vraiment un problème. Toujours dans ses points forts, l'écran est vraiment sublime. Je dirais que c'est même l'atout principal, autre que la puissance, mais on va y revenir plus tard. Je dirais que l'un de ses points forts, c'est la qualité de l'écran qui est époustouflant. Même quand elle est presque au minimum, des fois c'est largement suffisant pour voir ce qu'on a à faire. C'est vrai que je l'utilise jamais à fond. Je le mets parfois à la moitié, peut-être 60-70%, d'autres fois, mais je suis jamais au-delà des 70%. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu besoin et c'est vrai que l'écran est sublime. Pour rappel, ça me fait bizarre quand même d'avoir du 13 pouces. On peut moins le caser un peu partout parce que c'est grand, mais c'est le compromis. C'est à la fois une qualité et un défaut. Autre point positif, j'adore utiliser cet iPad pour faire de la bureautique. Ce que j'entends par bureautique, c'est recherche internet, écrire des mails, écrire le script que j'ai écrit pour cette vidéo. Je trouve que c'est très agréable. Le retour de touche du clavier est agréable. C'est pas ce que je connais de meilleur. J'avoue que j'aime bien le retour de frappe de certains claviers un peu plus mécaniques, mais ce clavier reste très agréable. Il y a un bon retour, on sent que les touches sont légères, le trackpad est très agréable. Donc comme je l'ai dit précédemment, ça fait partie des points positifs. Regardez du contenu dessus, ça reste un point très positif, très agréable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualité de l'écran est folle, donc regardez du contenu. J'ai acheté une télé OLED exprès pour regarder des bons grands films, certains films Netflix, etc. Mais justement, regardez du contenu, si ce n'est la taille de l'écran, qui sera bien sûr différent de ma télé, mais en termes de qualité d'image, je m'y retrouve et je trouve que, hormis la taille d'écran comme je viens de dire, ça reste très agréable de regarder du contenu dessus. Même si j'ai eu quelques péripéties avec le disque dur qu'il a fallu que je reformate pour être au bon format utilisable sur, je pense, macOS et iPadOS, la possibilité d'utiliser le disque dur externe que vous pouvez voir sur la vidéo, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et c'est même pas un SSD, et pourtant les vitesses d'écriture me conviennent. Pour l'instant, j'ai un disque dur de 1 Tera et je pense que je vais m'acheter un SSD à côté. Mais ça reste très agréable de pouvoir l'utiliser un peu plus comme un ordinateur. Un autre point positif, j'aime savoir que Apple Intelligence va bientôt débarquer sur mon iPad. Pas sur mon téléphone pour l'instant, comme vous le savez, j'ai le 11 Pro Max. Je changerai peut-être en fin d'année si le téléphone me plaît. Mais je sais que j'aurai le droit à Apple Intelligence sur mon iPad et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Petite chose un peu rigolote, c'est que maintenant, du coup, vu que l'iPad a le clavier, parfois quand j'utilise un ordinateur normal, j'ai parfois ce petit réflexe d'avoir envie d'appuyer sur l'écran. Donc voilà, et d'autres ordinateurs plus classiques, et je n'ai rien contre Windows, mais d'autres ordinateurs plus classiques sous Windows que j'ai utilisés, c'est vrai que le retour des touches ne m'a pas fait cette sensation d'agréabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Et même le trackpad de deux autres ordi que j'ai utilisés est vraiment très désagréable. Je vais peut-être utiliser mon ancien ordi qui était sous Windows, j'ai jamais eu de Mac, pour voir ce que ça fait en termes d'utilisation clavier. Bon, il est très vieux, je suis même pas sûr qu'il fonctionne encore, je verrai. Mais pour voir l'utilisation du clavier et du trackpad. Je sais que déjà mon ancien ordinateur, le trackpad, j'étais pas fan du tout. Là, j'en ai utilisé deux autres depuis. En test, je les ai pas manipulés plus que ça. Le trackpad m'était désagréable comparé au trackpad du Magic Keyboard, donc point positif. Encore un point positif, j'avais déjà entendu parler de cette faculté, par exemple quand on a les AirPods, de connecter et on est sur son téléphone, à basculer automatiquement sur un autre appareil qu'on utilise.
J'en avais entendu parler, mais de le vivre, c'est vraiment plus agréable. C'est vrai que quand, pour X raison, je suis sur la tablette, je regarde une vidéo, peu importe YouTube, je regarde une vidéo et je suis sur l'iPad, d'un seul coup j'ai un appel, je décroche sur mon téléphone et que la bascule se fait automatiquement, c'est très très agréable. Ça m'est même arrivé, même pour des petits trucs, je suis sur mon téléphone en train de scroller sur, je sais pas, les réseaux sociaux. Ensuite, je bascule pour X raison sur l'iPad, paf, le changement est transparent. Alors oui, c'est un détail, mais ça reste agréable. Et des fois, c'est les détails qui font la petite différence, hein. Plusieurs petits détails bout à bout. Là, ça en fait partie. Je trouve que ça améliore mon confort d'utilisation. Tout comme, autre point positif, le copier-coller. Je suis sur la tablette, je dois me connecter à un site qui va m'envoyer le code sur mon numéro de téléphone. Je prends mon numéro de téléphone, je fais copier. Oui, on peut mettre un message sur la tablette, mais je ne l'ai pas fait pour l'instant. Je fais copier le code que j'ai reçu sur mon téléphone, je le colle sur la tablette ou inversement. Et ça aussi, c'est un petit détail très connu chez Apple, mais que j'ai apprécié découvrir. La fluidité aussi. Donc là, j'ai l'affichage qui peut monter à 120 Hz. Je trouve que cet iPad est très fluide. Tout ce que j'ouvre, tout ce que j'entreprends, c'est magnifique comment ça marche bien. Maintenant, mon téléphone, quand je repasse en 60 Hz, je ne suis pas frustré. Je trouve que, même s'il commence à avoir des petits ralentissements de mon téléphone par-ci par-là, c'est encore très léger et la fluidité ne me dérange absolument pas. Je trouve que l'optimisation logicielle des iPhones, même en 60 Hz, a toujours été très bien optimisée justement. Là où je peux rejoindre les gens, c'est que, par exemple, sur des iPhones comme le 15 normal ou même le 14 normal, qu'il n'y ait pas le ProMotion, donc cette facilité à monter à plus de 120 Hz, je trouve ça un peu nul, dans le sens que c'est vrai qu'à ce prix-là, les gens le méritent, mais ce n'est pas non plus ultra gênant. Comme j'ai souvent entendu dire, quand on passe du 120 Hz au 60 Hz, ça fait bizarre pour l'œil qui s'est habitué au 120 Hz. Pourtant, j'utilise quand même beaucoup mon iPad et je n'ai pas ce manque de fluidité quand je suis sur mon téléphone à scroller, par exemple, sur Instagram. Autre point positif à ajouter au compteur des points positifs, c'est le scan de documents. C'est pas grand chose, on peut le faire avec un téléphone, on peut sûrement le faire avec des anciens iPads. Mais là, c'est vrai que récemment, j'ai eu besoin de scanner pas mal de documents. L'iPad le fait proprement. Qui plus est, l'Apple Pencil m'a aidé à remplir certains documents en PDF. C'était pratique. J'ai pas eu encore besoin d'utiliser la signature, même si je sais que c'est possible, de signer avec son iPad pour l'enregistrer, pour le réapposer sa signature plus facilement plus tard. Mais en tout cas, remplir les documents avec le Pencil, c'était vraiment une bonne chose. En point positif, encore une fois, autre chose que j'ai installé, mais que je n'ai pas eu encore le loisir d'exploiter correctement, c'est le Remote Play. C'est-à-dire que j'ai failli acheter la PlayStation Portal récemment et je le savais, mais je me suis dit que j'allais essayer d'abord le Remote Play sur mon iPad. Magnifique. Magnifique, bien sûr, il me faut une connexion. Si je suis chez quelqu'un, il me faut la connexion adéquate. Mais le peu que j'ai testé, c'est possible. Et le fait de pouvoir connecter une manette de console next-gen sur l'iPad et pouvoir jouer du coup sur un écran de cette beauté, eh bien, ça reste une très bonne chose. On va maintenant attaquer les points où je suis un peu plus mitigé. À la base, je sais que l'appareil est très fin, mais c'est vrai que la qualité sonore au départ m'a déçu. Je m'attendais pas à ça, et c'est vrai que pour moi, ça manquait un peu de coffre. Peut-être dû à la finesse de l'iPad, je ne sais pas. Ça manquait un peu de coffre. Et puis, donc à la base, je comptais le mettre dans les points négatifs. Et puis, j'ai vu que tout dépendait de la source sur laquelle on allait écouter sa musique ou des musiques tout court. J'ai vu qu'en fonction de la source, la musique peut avoir un peu plus de profondeur, un peu plus de qualité. Donc, c'est pour ça que je mets le son dans les points mitigés. J'ai entendu dire que le son sur le MacBook Pro est une dinguerie. Je ne l'ai pas entendu pour l'instant, mais en tout cas, il est acceptable. Sur l'iPad, il est complètement acceptable. Mais je m'attendais à être un peu plus ébahi. Ce n'est pas le cas. Maintenant, j'ai découvert quand même que, suivant la source utilisée, notamment Artlist, j'avais été sur Artlist pour écouter 2-3 sons. Et là, j'ai trouvé un grain de son un peu plus agréable à l'oreille, malgré les haut-parleurs de l'iPad, qui encore une fois sont très bons, mais voilà.
en demi-teinte. Les points sur lesquels je suis aussi mitigé, le Magic Keyboard. C'est-à-dire que oui, ça reste un clavier très agréable, avec un retour de touche très agréable, un trackpad super, mais je ne trouve qu'il est un peu cher, même très cher, pour ce qu'il offre. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé les alternatives comme le Combo Touch. La finition aussi du trackpad est très bien, mais pour le prix que c'est, je comprends qu'il y ait des gens qui se posent la question à savoir s'ils le prennent ou pas. Autre point sur lequel je suis mitigé, le Pencil Pro. J'ai vu beaucoup de vidéos bien sûr à son sujet, je ne savais pas si j'allais le prendre ou pas. On m'a fait la surprise de me l'offrir à mon anniversaire de l'année dernière, donc je l'ai. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, il était très agréable à utiliser pour des formats de fichiers PDF ou des choses à remplir, à écrire. Malheureusement, je ne suis pas du tout dessinateur, je dessine très mal. Donc, mon utilisation d'une Pencil Pro est actuellement pour l'instant très limitée. Il m'aide aussi sur les montages vidéo que je fais pour plus de précision, comme je l'ai précisé plus tôt. Mais je suis encore mitigé, c'est-à-dire que comme pour le clavier, et parce que je ne suis pas dessinateur, il est très cher pour l'utilisation que j'en fais. C'est un petit peu dommage. Après, peut-être que je vais m'expertiser un petit peu plus dans le dessin, pourquoi pas. Autre point où je suis mitigé, et j'en ai un peu parlé précédemment, l'iPad est très fin, mais la batterie ne tient pas. Donc je suis mitigé. Oui, c'est un bel appareil, mais est-ce que ça m'aurait dérangé qu'il soit un peu plus épais avec une meilleure autonomie? Peut-être approchant légèrement ceux des Mac qui peuvent aller jusqu'à 20 heures d'autonomie. J'en demande pas tant, mais bon, un vrai bon 10 heures, voire un 15 heures, ça aurait été pas mal, quitte à ce qu'il soit un peu plus épais. En conclusion de tout ça, ma conclusion de tout ça, c'est que j'espère exploiter encore plus cet iPad. La puce M4, je l'ai choisie pour qu'elle puisse me durer dans le temps, pour qu'elle me limite le moins possible, même si je sais que l'OS me limite. J'espère qu'elle va me limiter le moins possible dans les œuvres que j'ai envie de réaliser, dans les tâches que j'ai envie d'accomplir. Par exemple, je sais qu'il y a une fois quand même si on dit que c'est très dur de la faire monter en crête, cette puce, il y a une fois, lors de l'un de mes montages vidéo, j'ai senti derrière la tablette qu'elle chauffait, mais bien comme il faut. J'ai même dû chercher quelque chose de froid à mettre pour poursuivre mon montage, mais au niveau de la pomme à l'arrière de l'iPad, c'était devenu très chaud. Donc je pense que ce que je lui avais demandé de faire l'a probablement quand même poussé. Sachant que beaucoup disent que pour arriver à mettre en échec cette puce, c'est compliqué. Bah là, ça n'a pas fait cracher le logiciel, mais je l'ai senti beaucoup chauffé. Donc, je n'ai pas de raccourci clavier, ou alors je ne le connais pas pour voir à quel point était exploitée la puce à ce moment-là. Je sais qu'on peut le faire sur MacBook, mais je ne sais pas le faire sur l'iPad. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que pour qu'elle chauffe comme ça, j'ai dû bien l'exploiter. Dans la continuité de l'exploitation que j'ai l'intention de faire de cet iPad, DaVinci déjà, je trouve que c'est une pépite, plein de fonctionnalités, un peu compliqué à prendre en main, mais ça vient petit à petit. Et pareil, les futurs investissements, notamment mon prochain téléphone, me servira à filmer en ProRes. Et du coup, tout ça pourra être utilisé aussi sur DaVinci. Donc, j'ai un peu hâte dans le renouvellement de certains de mes appareils pour pouvoir peut-être progresser un petit peu plus en qualité vidéo, en montage vidéo, etc. Beaucoup de choses en tout cas pourraient être améliorées dans le monde, dans l'écosystème d'Apple, peut-être copier un petit peu plus sur la concurrence comme certaines choses que Samsung peut faire. C'est vrai que je suis content de l'écosystème Apple, mais c'est vrai aussi que on sent certaines limitations, certaines brides qui peuvent être dérangeantes parfois. Et pour finir, je ferai un petit aparté sur Apple Intelligence. Beaucoup de youtubeurs tech disent que c'est très dommageable que nous n'ayons pas encore Apple Intelligence, même s'il arrive très bientôt. Et peut-être qu'au moment où je posterai cette vidéo, il sera déjà sorti. Je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas un argument d'achat, Apple Intelligence. Je m'explique. Moi, dans mon entourage, énormément de personnes font du strict basique avec un téléphone. Donc, tout dépend de votre utilisation. Si vous êtes quelqu'un pour qui le téléphone ne sert qu'à appeler, prendre quelques photos
ou ce genre de choses basiques, effectivement, on peut conseiller par exemple un iPhone 15 classique qui n'aura pas Apple Intelligence, mais qui fera tout le reste plus que convenablement. Pour moi, là, quand les youtubeurs tech en général parlent d'Apple Intelligence comme quelque part une consécration ou un truc que tout le monde devrait avoir, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. La plupart des gens n'utiliseront pas de toute façon les fonctions Apple Intelligence, comme l'intelligence artificielle tout court. L'avantage, c'est que Apple va essayer de l'intégrer de façon très intuitive dans leurs produits, comme ce que Samsung a fait dernièrement avec son Galaxy S25 et Gemini. Mais pour beaucoup, Apple Intelligence sera très anecdotique. Maintenant, pour mettre de la nuance dans ce que je dis, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, acheter un téléphone qui a Apple Intelligence, même si on ne l'utilise pas, au moins il est présent le jour où on veut l'utiliser. Et moi, je fais partie de ces personnes-là qui préfèrent prendre, entre guillemets, le maximum, quitte à pas tout utiliser. D'autant plus que acheter un iPhone, c'est un budget, tout le monde n'a pas ce budget. Donc, dire qu'il faut acheter l'un des derniers téléphones pour avoir Apple Intelligence pour quelqu'un qui n'utilisera pas un Apple Intelligence, je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses à dire aux gens. Maintenant, comme j'ai dit, c'est bien de l'avoir. Ceux qui ont l'envie, puisqu'il y a aussi des gens qui n'ont pas l'envie de développer leur faculté d'utilisation d'un téléphone, ceux qui ont l'envie ou qui pourraient avoir l'envie, dans ce cas-là, oui. J'ai fait une petite aparté dans cette vidéo parce que entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où j'ai fait le montage, qui m'a pris un petit peu de temps, l'iPhone 16e est sorti. Ce qui vient un petit peu nuancer ce que j'ai dit plus tard dans la vidéo. Ça ne change pas ce que je disais sur le fait que les gens, pas mal de personnes, je pense, s'en fichent complètement de l'Apple Intelligence ou de l'intelligence artificielle. Maintenant, cet iPhone vient quand même compléter, en tout cas de façon tarifaire à 719 €, il vient compléter ce petit manque de personnes qui ne voudraient pas débourser beaucoup d'argent et beaucoup d'argent, toute proportion gardée. 719 €, ça reste une somme. Mais des gens qui ne voudraient pas mettre près de 900 à 1000 € pour un iPhone 16 et un iPhone 16 Pro pourraient avoir un téléphone capable de recevoir Apple Intelligence, comme je le dis, intégré au système, sans pour autant dépenser les sommes les plus exorbitantes. Mon propos reste vrai pour les gens qui s'en fichent de l'intelligence artificielle et qui ne cherchent qu'à avoir un iPhone pour faire du basique. Alors, je change pas d'avis, qui peut le plus peut le moins. Si quelqu'un a le budget et peut se permettre, allez-y. Mais sinon, partir, je sais pas, sur un iPhone 14, 14 Pro, 15 fera quand même l'affaire, pour ceux qui n'ont pas besoin d'Apple Intelligence. Je pense que la faible évolution de la marque à la pomme est due à plusieurs choses. Premièrement, leur retard sur l'IA, pour moi, elle est claire et nette. Autre chose, c'est que le faible changement de design au fil de ces dernières années, d'une, c'est parce que je pense que, comme beaucoup de youtubeurs aussi ont dit, on a atteint un plafond de verre et une maturité technologique qu'il est difficile de dépasser. Mais en plus, ça permet la non-frustration potentielle de certaines personnes qui ne peuvent pas avoir le tout dernier téléphone, mais qui ont un téléphone qui ressemble au tout dernier téléphone. Après, attention, ce n'est que purement hypothétique, ça se trouve, ça n'est pas du tout le cas. Pour en finir avec ma conclusion, je pense que mon conseil, c'est que si vous pouvez vous le permettre d'acheter les derniers téléphones dotés d'IA, donc que ce soit chez Apple ou même dans d'autres marques comme Samsung, si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Mais je pense que si vous n'êtes pas dans la créativité, vous n'êtes pas dans la productivité, la recherche de gains de temps, l'intelligence artificielle actuellement ne vous manquera pas. Sachant qu'il existe déjà beaucoup de logiciels ou d'applications tiers qui vous permettent d'accéder à une forme déjà d'intelligence artificielle. Alors oui, ce sera moins bien intégré, ce sera moins intégré à votre téléphone que par exemple une touche raccourcie à côté de la touche envoyer les messages par exemple. Il faudra peut-être aller dans un autre logiciel, mais c'est déjà disponible finalement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et à y voir plus clair si jamais vous aviez l'intention d'acheter un iPad, que ce soit un iPad Pro, un iPad classique. D'ailleurs, vraiment, si vous voulez juste de la consultation de contenu, ok, l'écran de l'iPad Pro est bien, mais un iPad classique peut faire l'affaire. Surtout si vous avez déjà un ordinateur, que ce soit un Mac ou un ordinateur sous Windows.
je pense que l'iPad Pro, effectivement, n'est pas forcément nécessaire, même si ça reste un très très bon appareil, et peut-être que le futur me fera encore plus l'aimer, parce qu'il ouvrira peut-être son OS, hein, comme je dis, c'est un peu l'espoir que j'ai. Mais voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment, et à la prochaine.